Bonsoir, Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, poursuite des débats ce lundi autour du plan d'action du gouvernement. Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont mis l'accent aujourd'hui sur l'importance d'accélérer les réformes financières profondes. Les détails dans un instant. La phase finale de la destruction publique du stock de mines antipersonnelles a eu lieu aujourd'hui au polygone central de l'Air, à Hassi Bahbaha, dans la wilaya de Djelfa, en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Des journées d'information sur la formation professionnelle sont organisées en ce moment dans les différents centres du pays en prévision de la prochaine rentrée le 24 de ce mois. Un reportage à suivre dans ce journal. Et puis, à découvrir aussi cette idée à Taman Rasset, la formation qui se fait dans un bus itinérant pour les citoyens habitant les régions enclavées dans le Grand Sud. Une excellente initiative pour ces personnes qui sont pour la plupart des femmes. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à la présidente de la République du Chili, Michelle Bachelet, à l'occasion de la célébration du 207e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel le président Bouteflika réitère sa disponibilité à œuvrer à la consolidation des relations d'amitié et de solidarité qui lient les deux pays. Poursuite donc des débats ce lundi autour du plan d'action du gouvernement au niveau de la PN. Aujourd'hui, deux mesures phares contenues dans ce plan du gouvernement ont été débattues par les députés. La décentralisation d'abord de la décision de l'investissement au niveau des Wali et puis la poursuite de la mise à niveau des entreprises publiques. Abdelmajid Bankassi était présent ce matin. Parmi les mesures à retenir dans le plan du gouvernement présenté hier devant les députés par le Premier ministre, il y a lieu de mettre la lumière sur la décentralisation de la décision de l'investissement économique au niveau des wilayas, avec bien sûr la décision d'agir sur le cadre réglementaire pour l'améliorer. Pour les parlementaires, cette vision, qui n'est pas nouvelle, reste toujours d'actualité. Concernant les projets qui ont un caractère, disons, régional ou local, que le Wali décide sur ça, c'est bien. D'autant plus que vous avez bien entendu, Monsieur le Premier ministre, il a dit qu'on va mettre les Wali en concurrence. C'est-à-dire chaque Wali va devenir en quelque sorte un Wali économique, un grand chef d'entreprise, un manager d'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit booster l'investissement de façon telle que chaque wilaya peut prendre la part qui lui revient en matière de développement économique. On parle rapprochement de l'administration vers le citoyen, c'est l'équivalent de faire le caractère économique. C'est même la décision administrative, il faut centraliser la décision. On est en 2017, donc il faut s'adhérer à un ordre mondial. Donc je pense pour la bonne gouvernance, on est dans l'obligation de décentraliser la décision. C'est une logique. Il restera bien sûr les investissements majeurs et le partenariat avec les étrangers. Cela, ils dépendront toujours d'une décision centralisée et surtout du Conseil national de l'investissement. Par contre, s'agissant des grandes entreprises ou bien des grands projets, il est tout à fait normal qu'ils soient centralisés. Pourquoi? Parce que la centralisation va permettre aux décideurs, surtout au Conseil national de l'investissement, de voir quels sont les projets qui ne vont pas saturer la production existante. Quant à la mise à niveau des entreprises publiques par l'État, elle se poursuivra jusqu'à la fin du programme en cours, dont le financement global atteint les 1000 milliards de dinars. Et en parallèle, l'État continuera son effort en direction des entreprises privées pour rejoindre le programme. Condition qu'on ne mette pas à la tête des SGP des gens qui sont défaillants déjà dans le passé et qui sont incapables de développer et de laisser les entreprises publiques de se développer. Il faut qu'on mette des gens à la tête des SGP et des responsables des directions générales qui ont une volonté de le faire. Parce que ce sont les hommes qui font l'entreprise. C'est un engagement du gouvernement. Il reste à réaliser ou à mettre toutes ces propositions sur le terrain. On ne peut pas gérer l'économie avec une mentalité administrative. Il faut un manager spécialisé dans le domaine. Je pense que l'investissement dans les ressources humaines et trouver les gens compétents avec un savoir-faire. On n'est pas en cas de cessation de paiement, non?
l'Algérie est encore forte sur le plan économique. Il y a encore des réserves de change, il y a encore une plateforme économique puissante. Donc la mise à niveau de certaines entreprises, c'est de renforcer le réseau économique public en Algérie. La mise à niveau reste un passage obligé pour tout développement économique de l'entreprise. L'autre événement de ce lundi, c'est cette opération présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il a présidé aujourd'hui au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, au polygone central de l'air, à Hassib Ahbah, en première région militaire. Cette phase finale, on en parlait déjà hier, de la destruction publique du stock de mines antipersonnelles, c'est une dernière opération symbolique qui s'est déroulée ce matin. Amel Messaïta. Cette dernière phase intervient pour couronner de précédentes opérations de destruction de mines antipersonnelles dont la cérémonie de lancement a été présidée par le président de la République le 24 novembre 2004. L'opération s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de membres du corps diplomatique accrédité à Alger, des attachés militaires accrédités et résidents en Algérie, des autorités militaires et des représentants de la société civile aux côtés d'invités étrangers en qualité d'observateurs ainsi que des représentants des médias nationaux. Après l'allocution de bienvenue prononcée par le commandant de la première région militaire, le général-major Habib Chentouf, le général de corps d'armée a donné le coup d'envoi de l'opération de destruction du stock de mines antipersonnelles avant de prononcer une allocution dans laquelle il a souligné le respect de l'Algérie de ses engagements internationaux. C'est pour moi un insigne honneur que de présider au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de destruction du stock restant de mines antipersonnelles détenues par l'Armée nationale populaire, en conformité avec nos obligations internationales découlant de la mise en œuvre de la Convention dite d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction conclue à Oslo le 18 septembre 1997 et ratifiée par notre pays le 17 décembre 2000. En ce lieu précisément et en date du 24 novembre 2004, son Excellence Monsieur le Président de la République avait souligné que l'Algérie tenait à travers cette cérémonie de destruction de son stock de mines antipersonnelles à démontrer son adhésion active et réelle à la démarche entreprise par la communauté internationale visant à débarrasser le monde de cette arme meurtrière. Par la suite, le général de corps d'armée a rappelé à l'assistance l'allocution de son Excellence le Président de la République lors de sa présidence de la cérémonie de lancement de destruction du stock restant de mines antipersonnelles le 24 novembre 2004. Enfin, Monsieur le Président de la République a ajouté que la signature et la ratification de cette convention par l'Algérie ainsi que l'opération de destruction de son stock de mines antipersonnelles constitue un pas géant sur la voie de l'élimination définitive de cette munition fatale et aveugle. C'est également un engagement international qu'il nous tenait à cœur d'honorer, d'autant que l'Algérie a énormément souffert des séquelles de ce fléau et ose espérer que les dispositions de cette convention soient scrupuleusement respectées par tous. Le général de corps d'armée a affirmé que les résultats réalisés aujourd'hui constituent le fruit d'un travail assidu et des efforts laborieux qui ont été fournis pour délivrer notre pays des mines disséminées par le colonisateur le long de nos frontières est et ouest et qui ont causé des milliers de victimes. Je voudrais juste souligner à cette occasion que les résultats obtenus aujourd'hui n'auraient pu être concrétisés, n'étaient le travail assidu, les efforts laborieux et le suivi rigoureux et permanent sur le terrain. Le tout inspiré, sans nul doute, par une conscience partagée, à plus d'un titre, par les acteurs, quant aux défis que présente ce souci à l'échelle nationale et internationale, ce souci majeur à imposer, un travail draconien, sincère et assidu, dont l'achèvement a été source de satisfaction personnelle et collective, voire de fierté, d'avoir accompli la mission par amour de Dieu et de la patrie. Ensuite, la parole a été donnée à M. Thomas Enochi, président désigné de l'Assemblée des États partis à la Convention, qui a félicité l'Algérie pour son respect de tous ses engagements à travers l'exécution des dispositifs de la Convention d'Ottawa, en saluant le choix de cette date qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'adoption de la Convention d'Ottawa.
Et vous pourrez suivre un documentaire consacré à l'opération de destruction des mines par l'armée nationale populaire. C'est un documentaire intitulé « Les mines antipersonnelles, l'ennemi invisible », signé Abdelhalim Aouchi, à suivre juste après ce journal. Une cache d'armement et de munitions contenant notamment un lance-roquettes et une mitrailleuse a été découverte ce lundi à El Milia, dans la wilaya de Djidjel, par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous est parvenu aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Al-Masahel, présidera la délégation algérienne aux travaux de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, prévue à compter de demain. La délégation algérienne prendra part à 2 événements majeurs qui marqueront ce grand rendez-vous de la communauté internationale. D'abord, la cérémonie de signature du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ainsi que la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la traite des personnes. L'opération Nouvelle Rentrée pour la formation professionnelle, c'est donc une opération qui a débuté sur tout le territoire national. C'est le cas pour des instituts nationaux de formation qui ont ouvert leurs portes pour des journées d'orientation en attendant la rentrée officielle prévue le 24 de ce mois. Reportage Yasmine Chouicha. À l'occasion de la rentrée professionnelle 2017-2018, le ministère de tutelle a prévu des sessions d'orientation visant à aider les candidats à envisager les choix les plus judicieux pour leur plan de carrière, à l'exemple de l'Institut national de l'audiovisuel de Ouled Fayet. Nous avons formé, on va dire, beaucoup de jeunes qu'on retrouve aujourd'hui à peu près dans toutes les stations de télévision, dans toutes les boîtes de communication. Nous avons offert aux candidats de cette année 4 spécialités, à savoir le son, l'image, le web, le multimédia et ce qu'on appelle nous couramment TEM. C'est les techniques d'exploitation et la maintenance des équipements audiovisuels. En marge de ces sections, d'autres formations internationales sont accessibles aux futurs étudiants. Nous abritons l'Académie Cisco, et ce qui nous permet de former en réseau les techniciens supérieurs qui sortent des établissements de la formation professionnelle en informatique. C'est une formation online qui est directement gérée et dirigée par Cisco, donc à partir des États-Unis. Une journée d'orientation qui devient donc essentielle, aussi bien pour l'encadrement éducatif que pour les postulants. Car pour ces derniers, et après leurs inscriptions préliminaires, c'est la première occasion de se rapprocher concrètement de tous les éléments qui feront leur futur métier. On essaie de expliquer la portée de la spécialité. La spécialité, c'est quoi? Déjà, il dit, par exemple, il dit 100, mais après, quand on commence à lui expliquer, il bascule vers TEM. Il y a des gens qui disent vers TEM, après, ils se rendent compte que c'est très difficile pour eux, donc qu'est-ce qu'ils basculent vers la spécialité de l'image. Donc, il y a pas mal de changements qui se font, surtout durant la visite. Et si pour certains le choix semble bien ancré, cette journée a permis à d'autres de se positionner sur d'autres voies. Nous avons rendu en visite des cabines et des départements. Quand j'ai vu le département de son, tant qu'il y a beaucoup de matériel, en plus les profs, elles sont dans leur domaine, j'ai choisi de rester dans ce domaine. En première, j'ai choisi la spécialité d'image. Après, il y a quand est venu, avec les profs et les chefs d'atelier, les matériels, j'ai vu que le son, c'est la meilleure spécialité et bon domaine. Face à la forte demande et la restriction des places, le ministère de la formation professionnelle a prévu très prochainement l'ouverture d'autres centres du même genre à travers tout le territoire national. Une expérience a déjà été entamée dans la wilaya d'Oran. On reste avec la formation professionnelle pour vous parler de ces nouvelles spécialités qui seront introduites au titre de la prochaine rentrée, donc de ce mois de septembre, dans la wilaya de Mila par exemple, dans le traitement des eaux et qui attire de nombreux jeunes de cette région. Amel Silidela. Le traitement des eaux, une spécialité qui s'adapte aux exigences du marché de l'emploi, mais aussi aux spécificités de la wilaya de Mila, qui abrite l'Institut national de formation en traitement de l'eau. D'ailleurs, les jeunes de la région accordent de plus en plus d'importance à ce secteur prometteur. J'ai eu mon bac cette année et j'ai choisi de suivre une formation professionnelle spécialité traitement des eaux. J'ai choisi cette spécialité car j'ai déjà une idée de la formation et des appareils que nous aurons à utiliser. Cela me paraît intéressant. J'apprends beaucoup de choses dans cet institut, de nouvelles techniques que je ne connaissais pas auparavant et la manière de traiter les eaux.
Des portes ouvertes sur les différentes filières proposées en lieu au niveau de l'Institut pour permettre aux futurs stagiaires de choisir la formation qui leur convient, mais surtout qui s'adapte au marché de l'emploi. La direction accorde beaucoup d'importance au développement du partenariat avec tous les acteurs de différents domaines, et en particulier dans les domaines des eaux, l'agriculture et les industries agroalimentaires, afin de pouvoir garantir aux stagiaires un maximum de postes d'emploi. Dans chaque centre de formation professionnelle, il doit y avoir des fermes-écoles, car il y a plusieurs filières et le stagiaire doit apprendre comment gérer une ferme. Nous sommes en train de travailler dessus. Plusieurs spécialités ainsi que de nouvelles formations qualifiantes de courte durée sont proposées au niveau des instituts de formation de Mila, ce qui permettra de booster le secteur de l'économie et la création de richesses. Et puis cette idée à Tamanrasset, la formation professionnelle dans un bus spécialement aménagé, c'est un bus itinérant pour les citoyens habitant les régions enclavées dans le Grand Sud. Une excellente initiative, il faut le dire, pour ces personnes qui sont pour la plupart des femmes. Récit Salam Kasser. À première vue, ce n'est qu'un bus de transport de voyageurs, mais détrompez-vous, c'est un bus aménagé en salle de formation pour personnes habitant en zone enclavée dans la région de Tamanrasset qui n'arrivent pas à se déplacer vers les centres de formation existants dans la wilaya. Plusieurs villages bénéficient de ces rondes de formation 2 fois par semaine pour une durée de 3 mois. Nous formons les femmes qui restent à la maison, les gardiens de bétail et les fellah, les jeunes chômeurs et les étudiants habitant loin des villes. C'est très bien. Nous suivons une formation dans ce bus dans le domaine de l'informatique. C'est super. Très bonne initiative, enseigner dans un bus itinérant et inculquer à ces jeunes l'apprentissage de l'outil informatique qui est important de nos jours. C'est super, on apprend devant chez nous l'informatique et l'utilisation de l'ordinateur. Nous sommes contents. Ce bus arrive jusqu'à notre quartier et c'est l'occasion pour nous d'apprendre et de se former. L'occasion nous est donnée avec ce bus d'apprendre et de se former dans le domaine de l'outil informatique. C'est une expérience qui doit être renouvelée et généralisée dans ces endroits enclavés pour permettre à tous de bénéficier d'une formation. Puis cette information également, la mise à feu du haut fourneau numéro 2 du complexe sidérurgique d'El Hadjar à Annaba, qui était à l'arrêt, il faut le rappeler, depuis plus d'une semaine à cause de la suspension de son approvisionnement en eau. Eh bien, ce dernier sera réactivé. Et cette remise en marche se déroulera dimanche prochain, soit le 24 septembre. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Annaba son directeur général. C'est une décision qui intervient à la suite, vous le savez, des récentes mesures prises par les autorités publiques pour améliorer l'approvisionnement en eau de la wilaya d'Annaba, ayant ainsi permis de fournir au complexe environ 20 000 mètres cubes par jour d'eau. À Tiaret, ce drame qui s'est déroulé hier soir, cette explosion d'une bouteille de gaz dans un magasin au boulevard Emel Abdelkader a fait un mort, un jeune homme de 19 ans pardon, et 4 blessés âgés entre 20 et 35 ans, gardés sous surveillance médicale au niveau de l'hôpital Youssef Damerji de Tiaret. Les dégâts matériels, vous le voyez sur ces images, sont importants. Plusieurs voitures stationnées à proximité ont été endommagées par l'explosion et les feux qui s'en est déclaré, plutôt le feu qui s'en est déclaré. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de ce drame. En Birmanie, le nombre de réfugiés Rohingyas ne cesse d'augmenter. Ils sont plus de 400 000 à s'entasser dans l'un des camps de réfugiés les plus grands au monde, au Bangladesh. À quelques heures de l'Assemblée générale de l'ONU, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi s'adressera aux Birmans dans un discours très attendu par la population birmane, mais surtout aussi par la communauté internationale. Abdelhalim Yaïcha. En 3 semaines, s'est créé l'un des plus grands camps de réfugiés du monde et les autorités locales, comme les ONG, débordées, peinent à venir en aide aux nouveaux venus. Quelques 412 000 réfugiés sont depuis arrivés au Bangladesh, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, et parmi eux, 70 000 femmes enceintes ayant récemment accouché. Dans ce chaos, les accidents se multiplient. 2 personnes âgées sont mortes sous les pas d'éléphants sauvages ayant piétiné leur abri de fortune. Complètement démunis, affamés après des jours de marche sous la pluie, d'immenses foules se massent chaque jour pour tenter d'attraper au vol des habits ou de la nourriture lancés lors de distributions improvisées. Par ailleurs, l'étau se resserre autour de la Birmanie.
Des ONG appellent à des sanctions ciblées et un embargo sur les armes contre l'armée birmane, accusée par l'ONU d'épuration ethnique après l'exode de plus de 400 000 Rohingyas. Quelques heures après l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, la dirigeante Aung San Suu Kyi, qui a apporté son soutien sans faille à l'armée, s'adressera depuis la capitale administrative birmane pour la première fois à ses concitoyens sur la crise des Rohingyas, un message aussi destiné à la communauté internationale. Depuis plus de 3 semaines, une violente opération de représailles ayant fait fuir en masse les civils se poursuit, les Rohingyas étant rejetés et considérés comme des étrangers illégaux. Puis la situation en Birmanie, c'est le thème de l'émission Question d'actu ce soir, à suivre juste après le journal de 20h. À Khenchela, pour revenir en Algérie, à Khenchela donc se déroule en ce moment la 9e édition du festival local de la musique et de la chanson Chaoui. C'est un événement qui a été lancé depuis vendredi dernier à la Maison de la Culture, Soumia Zalouali. La ville de Khenchela vit au rythme et son de la musique et de la chanson Chaoui à la faveur du 9e festival culturel local de la chanson et de la musique Chaoui. Le coup d'envoi de la manifestation a été donné par un défilé des troupes participantes qui ont empli la ville de Son, de Bendir et de Guesba. La chanson Chaoui me passionne beaucoup. Je la chante partout où je vais. Au travail, quand je récolte, je chante. Quand je vais chercher du bois de la forêt, je chante. J'ai la chanson Chaoui dans la peau et je la chanterai jusqu'à mon dernier souffle. Une large gamme du chant des Aurès, de la Guesba et du Bendir sont proposés tout au long de cette manifestation au grand bonheur des Khencheli. La chanson Chaoui est très difficile à interpréter. Pour le faire, il faut avoir une grande capacité vocale. Les paroles de la chanson Chaoui sont épurées et ce costume traditionnel bien de chez nous me pousse à respecter davantage ce style de musique. La musique Chaoui est une musique éternelle, transmise de génération en génération, passionnant grands et petits. La chanson Chaoui me passionne beaucoup. Je voudrais pouvoir évoluer dans ce domaine. La protection de ce legs ancestral et de ce patrimoine culturel est la responsabilité de tous. Ça traduit l'attachement du Chaoui à sa culture et à son identité. Les plus belles voix de ce festival seront conviées à Tamanrasset pour participer au prochain festival national de la chanson Amazigh. Et voilà donc un rappel des titres pour terminer ce journal. Poursuite des débats ce lundi autour du plan d'action du gouvernement. Les députés de l'Assemblée populaire nationale mettent l'accent sur l'importance d'accélérer les réformes financières profondes du pays. La phase finale de la destruction publique du stock de mines antipersonnelles a eu lieu aujourd'hui au polygone central de l'Air à Hassi Bahbah en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Les journées d'information sur la formation professionnelle sont organisées dans les différents centres du pays en prévision de la prochaine rentrée le 24 de ce mois. Et puis nous avons aussi découvert cette idée à Tamanrasset où la formation se fait dans un bus itinérant spécialement aménagé pour les citoyens habitant les régions enclavées dans le Grand Sud. Et puis c'est une excellente initiative pour ces personnes qui sont pour la plupart des femmes.